Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Bienvenue dans le studio de Science en question. Dans cette émission, on part en Afrique, au Sahel, explorer les sols. Cette ressource précieuse est menacée par les activités humaines et des phénomènes naturels. Comment le changement climatique accentue la dégradation des sols? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Et surtout, quels sont les enjeux pour les populations locales? Nos deux invités vont nous partager leur expérience du terrain. C'est parti! Aujourd'hui, on vous emmène en Afrique, dans la région du Sahel, et plus précisément au Niger. Depuis plusieurs dizaines d'années, les sols du pays se dégradent, et la tendance n'est pas à l'amélioration. Avec le changement climatique, la dégradation des terres s'accentue et s'intensifie. Pourtant, les sols sont une ressource indispensable pour ce pays dont l'économie est peu diversifiée. Plus d'un tiers de l'économie dépend de l'agriculture, et 70% de la population rurale dépend de l'exploitation des terres. La dégradation des sols et la perte de fertilité est inquiétante car elle pose des questions notamment de sécurité alimentaire pour les populations locales. Le gouvernement nigérien a bien pris la mesure du problème et vise la neutralité en termes de dégradation des terres d'ici 2030. Alors pour mieux comprendre les phénomènes à l'œuvre, nous avons le plaisir de recevoir Oumarou Malam Issa. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Science en question. Merci. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. C'est une unité de recherche rattachée à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et vous vous intéressez à l'interaction entre l'eau, le minéral et le vivant à la surface des sols. Jusque-là, c'est correct? C'est exact, tout à fait. Alors vous avez travaillé pendant plusieurs années au Niger. Pourquoi dans ce pays en particulier? Alors, donc, je pense qu'une première chose, d'abord, c'est, moi, je suis originaire du Niger. Ouais. Donc, la deuxième chose, c'est que aussi, c'est un pays qui est confronté à un certain nombre de problèmes, notamment ceux de la question de la dégradation des terres. Ouais. Et vous l'avez dit, hein, c'est dans ces pays-là, une grande majorité, en tout cas, de l'économie dépend du milieu rural. Et donc, en fait, et moi, je suis aussi attiré par tout ce qui est milieu naturel, tout ce qui est nature. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai fait des études dans le domaine des sols. Ouais. Et puis, naturellement, je me suis intéressé aux sols de la région sahélienne de façon générale et au Niger en particulier. Très bien. On va y revenir, on va découvrir votre parcours tout au long de cette émission. Alors, vous l'avez évoqué, cette région du globe est confrontée à des problèmes climatiques en particulier. Que se passe-t-il concrètement là-bas? Alors, donc le Sahel, hein, on sait, hein, depuis les années 70, il y a eu cette période de sécheresse, il y a eu un certain nombre de sécheresses récurrentes. On est dans un environnement où la pluie est très variable et la survie, la vie des personnes, les moyens d'existence de ces personnes-là dépend énormément de cette variabilité des pluies. Il se trouve qu'on est dans une période où on dit qu'il y a un retour de pluie, mais il se trouve aussi avec le changement climatique, c'est une des zones où on ne connaît pas réellement comment est-ce que ce changement climatique va se manifester. Est-ce qu'il y aura plus de pluie? Est-ce qu'il y aura moins de pluie? En tout cas, il y a une certaine incertitude par rapport aux résultats que le modèle montre. D'accord. Donc, et quand il y a des pluies, en tout cas, en plus, elles sont intenses. C'est ça aussi. Complètement. Quand il y a des pluies, elles sont intenses. Donc, elles interagissent avec les sols. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, puisque ça est une des causes de l'évolution de la structure du sol et sa dégradation aussi. Très bien, on va y revenir. Alors, pour bien comprendre à quel point c'est un enjeu pour les populations locales de connaître l'évolution future des sols, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, donc déjà, c'est cet attachement au milieu rural, à l'agriculture. Donc, c'est un pays dont l'économie est très peu diversifiée. Ouais. Et donc, l'agriculture est quelque chose d'important. Comprendre comment les sols vont évoluer est important, dans la mesure où ces sols-là sont des sols qui sont, j'ai envie de dire, intrinsèquement pauvres. C'est-à-dire que c'est des sols qui sont peu fertiles. Et ils sont naturellement peu fertiles, puisque, bon, on peut remonter à l'origine, mais ça va nous amener un peu loin. Mais en tout cas, retenir que ce sont des sols qui, vraiment, naturellement, ils sont peu fertiles. Mais aussi, on est dans un pays où la croissance de la population est de plus de 3%. Donc, qui dit croissance de population, dit plus de pression sur les terres. Donc, naturellement, en fait, si on peut produire plus
sur peu de surface, c'est très intéressant, en tout cas pour la population. Alors avant d'aller plus loin dans les explications, on est allé demander aux passants dans la rue s'ils connaissaient le phénomène d'encroûtement. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est le mot mystère du jour. Écoutez. Encrouté, non, pas du tout. Bah, quelqu'un qui s'encroute, c'est quelqu'un qui se laisse aller, quoi. Être encrouté, être dans la mouise, voilà, un truc comme ça. Moi j'imagine du pâté en croûte, voilà, il est encrouté. Encroutement, ça doit être quelque chose qui est ancré, non? Ouais, ou quelque chose qui est en train de pourrir peut-être. Alors peut-être encroutement des sols, c'est peut-être un problème de pollution des sols. Ça doit être l'enfoncement, le rapprochement des plaques sismiques. Un truc comme ça, ouais. Un truc géologique. Alors il y a deux choses qui me viennent en tête, c'est soit il y a des couches qui se rajoutent, soit au contraire il y a des couches qui s'effondrent. Bah, du coup, il peut y avoir une croûte qui apparaît sur le sol et ça crée des multiples couches. Ça détériorise le sol. Alors au Maroc, on a vu au premier abord, ça ne parle pas forcément, on a dû guider un peu les gens, mais après il y a des bonnes réponses, des bonnes idées. Peut-être qu'avant d'expliquer ce qu'est concrètement l'encroûtement des sols, il faut revenir à ce qui compose un sol. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Tout à fait. Donc un sol, ce qu'il faut savoir, c'est constitué par des particules minérales. Ces particules minérales, elles sont de différentes tailles. Donc il y a des particules de petite taille, donc on va parler des argiles, des particules un peu plus grossières, le sable, et puis jusqu'au gravier. Donc le sol, c'est un mélange de ces particules, avec également des particules organiques. Donc c'est le vivant, ou même le mort, le vivant mort, la matière organique qui est dans le sol. Donc ces particules minérales et ces particules organiques, en fait, sont agglomérées au sein du sol, quand le sol est bien structuré, et ça forme ce qu'on appelle des agrégats ou des mottes. Donc un sol qui est bien constitué est constitué par des mottes. Et dans ces mottes-là, on va trouver des particules minérales, des particules organiques qui sont liées par des forces électriques, puisqu'il y a des charges négatives, des charges positives, mais qui s'attirent et qui s'agglomèrent, qui constituent la structure du sol. Donc ça, c'est un niveau d'organisation, je dirais, du sol. Mais le sol, on sait aussi qu'il est constitué par des horizons. Donc ce dont je vous parle là, c'est des couches? C'est des couches qui sont différentes. Mais à l'intérieur de ces couches-là, le sol est organisé en agrégats. C'est l'image qu'il faudrait garder. C'est la brique qui constitue le sol, les différentes briques élémentaires du sol, mais qui sont de différentes tailles. Et alors, à quel moment on parle finalement d'encroûtement alors? Alors, donc on parlera d'encroûtement à partir du moment où cette structure-là, elle est déstructurée, elle est dégradée, elle est cassée. Et les agents qui peuvent casser ces croûtes-là, ça peut être la pluie, ça peut être aussi le travail du sol par l'homme, la combinaison de ces choses-là aussi. Et puis un autre phénomène d'encroûtement qui est plutôt biologique, c'est à partir du moment où on va avoir des micro-organismes qui vont venir se croître à la surface du sol. Et donc on parlera de croûte physique d'un côté et de croûte biologique de l'autre. Très bien. Ouais. C'est ça, on distingue vraiment, il y a deux types de croûtes. Il y a deux types de croûtes à la surface du sol. Il y en a d'autres, il y a des croûtes salines dont le mode de formation est plutôt lié à la chimie du sol. Mais en tout cas, c'est sur quoi moi je travaille, c'est les deux types de croûtes, physiques et biologiques. Est-ce que l'encroûtement, c'est un phénomène qui concerne seulement les zones arides ou semi-arides comme au Niger, ou il y en a aussi dans des climats plus tempérés? Alors, si on prend l'encroûtement physique, il concerne les zones tempérées. Moi, j'ai travaillé sur l'encroûtement des zones tempérées, des zones comme la Haute-Normandie, où le sol est constitué par des limons, c'est-à-dire des particules qui sont moyennes, de taille moyenne, entre les argiles et le sable. Eh bien, il y a énormément de croûtes qui se forment à la surface du sol et qui provoquent un certain nombre de conséquences, notamment le ruissellement de l'eau à la surface et puis le phénomène d'érosion. Il y en a aussi en France, en fait. Ouais. Complètement, oui. Le phénomène d'encroûtement, les croûtes physiques sont connues sous le nom de croûtes de battance. C'est le terme qui est le plus commun. Et les encroûtements biologiques, on les retrouve où? Alors, principalement les encroûtements biologiques, on va les retrouver dans les zones arides, dans les zones semi-arides, et puisque c'est des faciès de la surface du sol qui vont se former sur des sols
qui ne sont pas recouverts par la végétation. Donc ces croûtes-là, on parle de sol nu. De sol nu, tout à fait, tout à fait. Très bien. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris le phénomène d'encroûtement des sols, je vous propose qu'on revienne à notre cas d'étude, le Niger. Oumarou, vous avez beaucoup travaillé dans ce pays pour mieux comprendre l'impact de ces encroûtements dans le contexte du changement climatique. On en discute dans notre prochaine séquence, c'est le Science en Action. Alors, Lorraine, avec toi, on va creuser un peu plus le sujet, si j'ose dire. Tout à fait. On va parler notamment des conséquences des encroûtements physiques. Pour commencer, vous les avez un petit peu évoqués déjà en préambule. Les conséquences, elles peuvent être gravissimes. Là, on parle du Niger. Il y a des crues tous les ans liées à la saison des pluies. Mais il y a aussi d'autres crues qui sont apparues liées à l'encroûtement des sols. Comment c'est lié ces deux phénomènes ? Alors, donc, pour expliquer les choses, c'est qu'on va imaginer le paysage du Niger, une zone avec des plateaux pas très élevés, et une zone de pente, et puis une zone de fond de vallée. Les plateaux qui sont là sont recouverts par une végétation particulière qu'on appelle la bourse tigrée. Donc, c'est une sorte de forêt, en tout cas locale, entre guillemets, une forêt au sens zone aride du terme. Eh bien, avec l'accroissement de la population, ces plateaux-là ont été déboisés. Donc, les sols se sont retrouvés nus. Et donc, avec les fortes pluies qui caractérisent les zones sahéliennes, la structure des sols, donc les mottes, les agrégats dont j'ai parlé tout à l'heure, se sont désagrégés et ils ont provoqué en fait la dispersion des particules du sol, donc l'encroûtement physique de la surface du sol. Cette surface-là est devenue imperméable. Donc toute l'eau de pluie qui va tomber, eh bien cette eau-là, elle va ruisseler. Elle n'est plus absorbée par le sol. Exactement, cette eau ne s'infiltre pas dans le sol, elle ruisselle plutôt, et elle rejoint en fait les cours d'eau. Et l'aboutissement de cette eau-là, c'est le fleuve Niger, dans le lit duquel il y a eu un certain nombre de constructions avec l'accroissement toujours de la population. Les gens ont construit dans les zones qui sont naturellement le lit du fleuve et ce phénomène-là en fait a provoqué le déplacement de population et rien que cette année, il y a eu beaucoup d'inondations, que ce soit à Niamey ou que ce soit à N'Djamena ou au Burkina Faso, qui sont à Ouagadougou, qui sont des zones sahéliennes. Donc, où ce phénomène-là se retrouve. Peut-être une chose qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission, c'est que l'encroûtement, ça concerne qu'une surface très mince du sol. C'est quelques millimètres. Complètement. Et c'est ça qui est assez impressionnant, puisque on peut imaginer par exemple un sol qui est sableux, un sol de plage. Normalement, l'eau s'infiltre. Mais c'est exactement le même sol qu'on a, mais le peu de particules fines qu'il y a peut permettre en tout cas la fermeture. On met une sorte d'opercule sur complètement. Oui, tout à fait. Une couverture, enfin une couche, en tout cas qui est imperméable et qui va provoquer plutôt le ruissellement de l'eau à la surface. C'est assez étonnant quand même de se dire qu'on a une augmentation des crues, alors même qu'on a plutôt une réduction des précipitations, ou en tout cas, à l'année en tout cas, on a plutôt une réduction des précipitations. Tout à fait. Donc oui, c'est la combinaison de plusieurs choses. La caractéristique de ce sol-là qui a tendance à s'encrouter, l'intensité de la pluie elle-même, mais aussi le phénomène de sécheresse. Vous imaginez un sol qui va rester 8 mois sans pluie, qui va recevoir de l'eau, et il se trouve que ce sol-là est fragile, et bien, il va se désagréger, il va se couvrir par cette couche par cette croûte, donc croûte physique, qui va entraîner le ruissellement. Finalement, l'eau, elle ne pénètre pas dans le sol, en fait, c'est ça? L'eau ne pénètre pas dans le sol, puisque le sol est trop sec. Complètement, en fait, le sol, il est constitué, tout à l'heure quand j'ai parlé de la constitution du sol, mais le sol, c'est aussi la porosité, en fait, les pores, les vides qu'il y a. L'eau va circuler dans les vides entre les particules. Si ces vides-là sont fermés, eh bien, la surface, elle devient imperméable et l'eau va ruisseler. Vous parliez tout à l'heure de déplacement de population. Il y en a beaucoup d'autres, des conséquences de ces crues et de ce ruissellement. C'est aussi une question de fertilité des terres. Complètement. Donc, avec le ruissellement, bien entendu, les particules sont emportées. Les éléments nutritifs qui sont dans le sol, qui constituent sa fertilité, s'en vont également. Donc, on a des sols qui vont s'appauvrir. Ça pourrait être jusqu'à la perte de certains horizons des sols,
enfin avec le phénomène, certaines couches, avec le phénomène d'érosion. Donc on pourrait avoir des mouvements de population globaux vers d'autres endroits au Niger, ou c'est des gens qui seraient obligés carrément de changer de région totalement? Alors donc le phénomène de dégradation du sol, on le sait, hein, quand on est attaché à la terre et qu'on ne peut plus la cultiver, oui forcément ça provoque un certain nombre de déplacements de population, oui tout à fait, c'est une des conséquences. Mais après, enfin, il y a des activités aussi qui sont menées hein, dans ce cadre-là, pour réhabiliter ces sols-là et permettre aux personnes en fait, de rester finalement là où elles sont. Si on va un peu plus loin dans les conséquences de l'encroûtement et du ruissellement, il y a l'érosion. Mais ça, c'est la spécialité de votre invité coup de cœur qu'on recevra tout à l'heure dans l'émission. Donc je vous propose de revenir sur ce phénomène plus tard. Alors, comme beaucoup de choses en science, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il y a ces encroûtements, ils peuvent aussi avoir de l'intérêt. Alors, comment ça se fait? Comment ça peut être intéressant d'avoir ces encroûtements et de bien les connaître? Donc, oui, je parlais du ruissellement hein, sur cette fameuse brousse tigrée. Enfin, si j'ai un peu de temps, je peux expliquer en fait la brousse tigrée. Ouais. C'est une végétation qui est particulière, qui est typique des zones arides. Cette végétation, en fait, comment elle est organisée en bandes et vue d'avion, cette bande-là, en fait, apparaît comme une peau de tigre. D'où le nom de peau de tigre. C'est l'image juste d'après. On a des îlots en fait de végétation, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on voit bien en fait la bande de végétation, la partie sombre. Donc sur une image aérienne, si on regarde, ben, toute la zone qui est boisée va apparaître noire. Les zones qui sont nues sont plutôt claires. Donc cette organisation est liée vraiment à la circulation de l'eau. C'est-à-dire que les bandes sont dans des endroits où elles vont récupérer de l'eau, d'accord? Et donc elles vont croître. Donc finalement, ce phénomène de ruissellement, en fait, il peut être intéressant. On peut concentrer l'eau à un endroit? Complètement. Il n'y a pas assez d'eau qui va tomber pour satisfaire toutes les surfaces. Eh bien, l'eau se concentre à un certain endroit et ça donne les bandes de végétation que vous voyez. Et ça peut aussi aider à créer des espaces où on va avoir des mares d'eau qui peuvent servir à la végétation, mais aussi à remplir les nappes phréatiques. Complètement. Donc c'est quelque chose qu'on observe en ce moment, enfin, en tout cas dans les zones sahéliennes et en particulier au Niger. Cette eau qui ruisselle, elle se concentre à un certain nombre d'endroits. Et l'image que vous montrez est assez illustrative parce que autour de ces mares-là, qui sont constituées par le ruissellement, provoquées par les encroûtements, en fait, on peut cultiver, on peut avoir du maraîchage. Il y a une conservation de cette eau. Alors que cette eau-là, si elle est repartie sur une plus grande surface, eh bien, elle va s'évaporer, on va la perdre. Là, on peut l'utiliser. Alors, ces quelques millimètres de sol que sont les croûtes physiques peuvent parfois être colonisés par des êtres vivants, vous en avez parlé, ça s'appelle les croûtes biologiques. Qu'est-ce qu'on retrouve comme être vivant dans ces quelques millimètres de sol? Voilà, donc dans ces quelques millimètres de sol, eh bien, on va trouver des organismes souvent on s'imagine que c'est dans les endroits où il y a beaucoup d'eau, pas dans les zones arides. Eh bien, on va trouver des algues, on va trouver des diatomées, on va trouver des cyanobactéries qui sont des organismes assez intéressants puisque c'est des organismes en fait, qui sont capables de faire la photosynthèse. Donc fixer du CO2 atmosphérique, donc créer du carbone. Et ils peuvent aussi fixer de l'azote, quelque chose qui est très important pour la fertilité des sols. Un peu des mini-plantes, c'est des êtres unicellulaires mais qui font de la photosynthèse. Tout à fait, c'est des plantes, sauf que elles n'ont pas de tronc, elles n'ont pas de feuilles, mais en tout cas elles ont de la chlorophylle et la chlorophylle permet de faire la fixation, de fixer le carbone et d'avoir donc une fonction très intéressante pour la qualité organique des sols. Et elles ont surtout le pouvoir de vivre dans des conditions extrêmes. Complètement. Donc ces organismes-là vont se mettre en activité quand il y a de l'eau. Mais pendant 8 mois, eh bien, ils vont se mettre dans une, ils vont en dormance, tout à fait. Ils vont se mettre en dormance et dès qu'il y a de l'eau, elles commencent à se développer. Et puis ce développement-là peut permettre de couvrir la surface nue du sol. Et donc, d'une certaine manière, elles vont protéger ce sol-là par le phénomène contre les phénomènes d'érosion, mais elles vont en plus apporter de la matière organique.
Et préparer, refertiliser potentiellement le sol. En tout cas, ça prépare en tout cas à l'arrivée de végétation beaucoup plus importante, donc des plantes ligneuses ou des plantes qui vont être cultivées, tout à fait. Et donc finalement, en étudiant où se trouvent ces organismes dans le sol, on peut du coup prévoir éventuellement où de la végétation pourrait se développer, où ce serait... Alors donc ces organismes-là, en tout cas, sont des indicateurs, on va dire, du bon fonctionnement du sol. Quand elles vont disparaître, quand elles disparaissent, ça veut dire que le sol est plutôt dégradé et il a un stade de dégradation assez avancé. Mais une fois qu'on les voit, ça donne de l'espoir parce que en fait, ça permet de reconstituer les sols. Et puis après, on peut avoir de la végétation et on peut cultiver ces sols. On va les regarder, ces croûtes biologiques, enfin un type de croûte biologique, ça nous vient des États-Unis, en Utah. Alors là, elles sont où les croûtes biologiques? Enfin, moi, je vois ce sol-là, je me dis globalement c'est du sol. Voilà, il y a quelques plantes. Tout à fait, oui. Je ne suis pas experte, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une région que j'ai visitée et partout, en fait, dans ces régions-là, puisque c'est des zones qui sont aussi protégées. C'est des zones qui sont aussi arides. C'est des zones complètement arides. Là, il va pleuvoir peut-être, à peine 140 mm, enfin, c'est qui est rien. Et dans ces zones-là, il y a plein de petits panneaux qui indique faites attention aux croûtes, puisque c'est quelque chose sur lequel on peut marcher, on peut les casser, mais en les cassant, en fait, on provoque de l'érosion. Donc sur cette photo-là, en fait, c'est qu'on voit toutes les zones qui sont en noir, en fait, ce sont des micro-organismes qui donnent une certaine rugosité à la surface du sol. Et ça pigmente aussi le sol. Et comme elles sont dans leur constitution, elles ont des pigments, et ces pigments-là, c'est pour se protéger des rayons ultraviolets, du soleil, oui, tout à fait. Et ça donne cette couleur noire quand elles sont sèches, mais quand elles sont humides, on peut voir différentes couleurs qui vont apparaître. Je voudrais surtout insister en fait sur l'image que vous montrez, qui est très intéressante. Cet aspect rugueux du sol, vous pouvez imaginer que l'eau, quand elle va circuler sur la surface de ce sol-là, elle va avoir du mal à trouver son chemin. Donc il faudrait qu'elle s'infiltre ou qu'elle reste. Donc ces croûtes-là ont aussi l'avantage de favoriser la rétention de l'eau ou son infiltration, en plus d'avoir cet effet apport de matière organique qui est très important pour la fertilité du sol. C'est des sortes de plein de petits barrages en fait. Complètement, oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, on a bien compris, on va faire attention où on va mettre les pieds. Attention aux croûtes. Oumarou, Lorraine, Marine, je vous propose qu'on marque une petite pause. On retourne voir le public. Cette fois, on les a questionnés sur la fertilité des sols. On leur a demandé s'ils avaient quelques idées ou solutions pour la restaurer. Écoutez leurs réponses. Déjà en nourrissant le sol, en faisant la gestion et la valorisation de la nature du sol. Ce sont les pistes que j'ai. Déjà, il faudrait arrêter les pesticides, les trucs comme ça. Je pense que ça, c'est la base. À part ramener de l'eau, je vois pas trop. Il faudrait replanter des arbres, justement pour limiter que le sable... Mais bon, si c'est au sud du Sahara, c'est déjà dans le désert, donc ça va pas ce que je dis. Je sais que par chez moi, mon père habite dans la campagne et ce qu'ils font, c'est qu'il y a des années où ils plantent, il y a des années où ils laissent libre, il y a des années où ils mettent des vaches ou des choses comme ça. Et en fait, ils font un roulement comme ça pour essayer de faire en sorte que la terre ne soit pas sollicitée absolument toutes les années et que justement, elle puisse se reposer, récupérer les éléments qu'il lui faut et ensuite replanter pour potentiellement faire grandir d'autres trucs. Voilà, planter des graines ou des trucs comme ça, non? Planter des graines, mais c'est vrai. Je sais pas, non. Planter des graines, mettre de l'engrais, du terreau. L'arroser avec le tube d'arrosage aussi. Ouais, l'arroser, ouais, je pense. Faire ça, ouais. Je dirais ça, ouais. Alors avant de comprendre comment restaurer la fertilité des sols, on doit rappeler ce qui rend un sol fertile. On a déjà commencé un peu à l'évoquer, Oumarou, mais est-ce qu'on peut repréciser les choses pour que ce soit bien clair dans la tête des gens? Alors donc un sol, on parle de fertilité par rapport à l'utilisation qu'on va faire, par rapport à la culture. Donc les plantes, le blé ici ou le mil dans les zones sahéliennes, ont besoin d'éléments nutritifs. Que ce soit de l'azote, du carbone aussi, du potassium, etc. Enfin, tous les éléments nutritifs. Ces éléments nutritifs, on va les retrouver naturellement dans le sol, dans la matière organique du sol. Mais quand il n'y en a pas dans le sol, c'est en ce moment qu'on fait des apports d'éléments extérieurs d'engrais. Donc la fertilité du sol, elle est surtout liée à sa matière organique,
mais aussi à sa fraction minérale, puisque cette matière organique, elle est retenue dans le sol parce que elle a des, comment dire, elle se lie à la matière minérale pour rester dans le sol, en fait. Mais la partie fertile des sols, ça représente quoi? C'est une couche de quelques centimètres seulement? Déjà, enfin, la couche qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle l'horizon A du sol, qui va dépendre des types du sol. Mais on est dans les 20 premiers centimètres, voire les 30 premiers centimètres du sol, tout à fait. Et on peut rappeler qu'à l'échelle humaine, le sol, c'est pas une ressource qui est renouvelable. Combien de temps il faut pour recréer un sol fertile? Alors, pour recréer un sol fertile, il faudrait beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, une fois que le sol il est détruit, oui, ça dépend d'où on part. Voilà, ça dépend où on part, ça dépend de formes de dégradation. Donc, il y a des formes de dégradation qu'on peut reconstituer. Par exemple, un sol qui a perdu sa matière organique, eh bien, il peut y avoir l'apport de matière organique, soit en apportant un amendement, par exemple le compost, on en parle souvent, soit en plantant des arbres, justement. Le fait de planter des arbres peut permettre d'augmenter la fertilité du sol. Oui, ça faisait partie des solutions évoquées dans le micro-trottoir. Complètement, j'ai entendu beaucoup de solutions intéressantes. Il y avait aussi le fait de faire des roulements, de laisser la terre tranquille. Absolument, c'est le principe de la jachère. C'est un phénomène de jachère, oui, c'est la jachère tout à fait, qui était une pratique très très répandue dans les zones sahéliennes. Malheureusement, dans les conditions actuelles, avec l'accroissement de la population, on ne peut pas laisser le sol non cultivé pendant longtemps. Donc le temps de jachère ont été réduits. Avant, c'était... Pourquoi on ne peut pas laisser le sol cultivé parce qu'il y a besoin de surface. Oui. Donc un sol en jachère, c'est un sol qu'on va laisser sans culture pendant quelques années. Avant, ça peut aller jusqu'à 30 ans. On peut laisser un sol pendant 30 ans pour qu'il s'améliore. Aujourd'hui, le temps de jachère, il est extrêmement réduit. On a plutôt des jachères qui vont au maximum aller 2-3 ans, pas plus. Ce qui est très peu finalement. À l'échelle du temps du sol, c'est très peu. Très peu, ça ne permet pas en tout cas de reconstituer cette fertilité, ou tout au moins, c'est une fertilité qu'on va récupérer, mais qu'on va perdre très rapidement. Un pansement, quoi. Exactement, vous avez trouvé le bon mot. Tout à fait, oui. Très bien. Bon, merci beaucoup Oumarou, vous restez avec nous. Ensemble, on s'est intéressé au phénomène d'encroûtement des sols au Niger. On a vu que dans certains cas, cela peut être bénéfique et favoriser la pousse de la végétation ou le remplissage des nappes phréatiques en eau. Mais dans d'autres cas, l'encroûtement fragilise et dégrade les sols qui deviennent plus sensibles à l'érosion. Il met aussi en danger les populations locales pour qui le sol est une ressource vitale. Alors, quels mécanismes sont en jeu? Comment lutter contre l'érosion? Et la France est-elle concernée par ce phénomène? Notre prochain invité va répondre à toutes ces questions. Il travaille au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et lui aussi s'est intéressé au cas du Niger. C'est notre instant, l'esprit d'équipe. Bonjour Olivier Cerdan, bienvenue sur le plateau de Science en question. Bonjour. Vous êtes bien installé. Parfait. Alors vous êtes chercheur spécialisé dans l'érosion des sols au BRGM, je l'ai dit à l'instant. Avant qu'on aborde la question de l'érosion, vous êtes l'invité coup de cœur d'Oumarou. Alors Oumarou, je voudrais savoir pour quelle raison vous avez choisi d'inviter Olivier sur ce plateau. Eh bien, Olivier, j'ai rencontré Olivier puisqu'on a partagé le même bureau pendant que Olivier faisait sa thèse. Moi, je faisais mon post-doc, donc après la thèse. Et oui, donc vous connaissez de longue date alors? On se connaît de longue date, on se connaît depuis 2000. Et on a travaillé ensemble aussi dans le cadre d'un projet sur les encroûtements des sols en zone sahélienne. Très bien. Alors justement, on va revenir à ce cas d'étude et plus particulièrement à l'érosion des sols. Peut-être avant d'expliquer ce que c'est, rappelons que c'est un phénomène naturel, l'érosion des sols. Oui, tout à fait. Donc c'est un phénomène naturel qui est même très utile à la civilisation. C'est l'érosion des montagnes qui va créer les plaines fertiles dans lesquelles se sont développées les premières civilisations. Et donc c'est un phénomène qui peut être aussi aggravé par l'activité humaine. Voilà, c'est peut-être ça dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. On va y revenir. Mais donc c'est un phénomène qui est soumis à des facteurs climatiques naturels, le vent, la pluie. Voilà, donc il y a plusieurs types d'érosion. Ouais. Le type le plus courant et le plus connu, c'est l'érosion qu'on appelle l'érosion hydrique. Donc plus le climat va être agressif, donc par exemple aux zones tropicales qui sont soumises à des cyclones. Donc là on peut avoir de l'érosion qui va être très importante.
Et l'érosion, elle est aussi dépendante de phénomènes qui sont plus géologiques. Donc si on a des montagnes en formation, des zones en mouvement, ça va aussi créer plus d'érosion. Donc les zones où les érosions sont les plus fortes sont les zones qui vont être tectoniquement actives et avec des climats agressifs. Alors, dans le cas du Niger, quel est le lien entre l'encroûtement des sols et l'érosion des sols? Alors il y a un lien, le lien direct, c'est que l'encroûtement des sols, comme l'a expliqué Oumarou, va favoriser l'apparition du ruissellement. Et donc le ruissellement, c'est la cause première de l'érosion hydrique. Donc le ruissellement va se créer, l'eau va se concentrer dans le paysage et à un certain moment, on va avoir assez de force pour arracher le sol. Alors, dit comme ça, on peut se poser des questions parce que ruissellement, on imagine voilà, que c'est un petit ruisseau, quelque chose qui n'a pas la capacité et la force à arracher des sols, mais il faut rappeler que c'est quand même des pluies diluviennes qui se déroulent au Niger. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des conséquences assez impressionnantes sur les sols. Voilà, donc le Niger, il a un climat qui est très saisonnier, donc avec des zones sèches très longues, donc qui vont amener une dégradation des sols. Et ensuite, il va y avoir des pluies très intenses qui vont arriver soudainement, en un temps, donc ça veut dire beaucoup de quantité d'eau qui arrive sur le sol en un temps réduit et sur des grands espaces. Donc ça va créer assez de force pour arracher les particules et les transporter. Finalement, les ruissellements, c'est quasiment des torrents alors parfois. Ça va se transformer au fur et à mesure du paysage, de l'amont du paysage jusqu'à l'aval dans les rivières. Le ruissellement va se concentrer et va prendre de plus en plus de force. On voit là le résultat de l'érosion, c'est assez impressionnant. Ça enlève finalement des mètres complètement de terre. Dans certaines zones, ça peut être assez catastrophique. Et là, on voit que toutes les racines de l'arbre ont été mises à nu. Donc là, on a perdu plusieurs dizaines de centimètres de sol qui sont partis. C'est impressionnant. Vous l'avez dit, l'érosion des sols, c'est aussi aggravé par les activités humaines. Pourquoi précisément et quelles activités humaines en particulier ? Donc le premier facteur de l'érosion des sols, ça va être le fait qu'on enlève la végétation. Donc la végétation, c'est un agent protecteur des sols. Donc toutes les activités humaines qui vont arriver à mettre le sol nu, alors que ce soit comme au Niger, même une activité qui peut être pas très agressive, mais juste le fait d'utiliser le bois pour cuisiner, d'utiliser le bois pour construire sa maison, et ben ça va amener une déforestation. Et cette déforestation va laisser le sol à nu. Et petit à petit, avec la succession des saisons, on peut arriver à des phénomènes où on perd énormément de sol dans ces paysages-là. Alors vous arrivez à quantifier l'érosion des sols. Pour ça, vous déployez sur le terrain des observatoires de ruissellement, c'est ça? Voilà, alors on a besoin d'augmenter nos connaissances sur les processus pour pouvoir ensuite lutter et essayer de diminuer ces phénomènes. Donc ce qu'on fait en premier, c'est qu'on met en place des observatoires. Donc on va essayer de mesurer, déjà on mesure la pluie, donc qui est l'agent agressif. On va mesurer tous les paramètres d'occupation du sol, donc tout ce qui concerne la végétation. Et ensuite on va recueillir après les pluies, voilà, tout ce qui va ruisseler, donc on va recueillir l'eau, on va mesurer sa concentration en sédiments et ça nous permet de calculer l'érosion. Donc on fait ça sur différentes tailles d'observatoires, hein, ça peut être des tout petits observatoires si on veut tester différentes modalités d'occupation du sol, et ça peut être des bassins versants assez grands, voilà, pour voir le résultat de toute cette occupation, ce que ça donne en un point. Un bassin versant, c'est quasiment une région, quoi. C'est vraiment c'est le plateau plus... Voilà, dans le cas du Niger, c'est composé d'un plateau et de la vallée. Ça peut avoir des tailles assez variables en fait. Alors, vous utilisez aussi des marqueurs qui sont liés aux activités humaines. Je crois par exemple que vous utilisez les molécules radioactives qui se déposent, c'est ça? Alors on peut utiliser des marqueurs, alors souvent ce sont des marqueurs qui sont déposés, des marqueurs atmosphériques, comme ça ils se déposent un peu partout sur la surface et ils vont marquer la surface. Donc il y a des marqueurs qui sont naturels et il y a des marqueurs effectivement qui sont marqués par l'homme. Donc par exemple les essais nucléaires qui ont été réalisés dans les années 60 ou des accidents nucléaires comme l'accident de Tchernobyl ou plus récemment l'accident de Fukushima sont des très gros émetteurs de marqueurs. Donc après le sol on sait qu'il est marqué et on va pouvoir regarder la quantité de marqueurs qu'il y a dans le sol. Donc si on n'a plus de marqueurs, ça veut dire que le sol a été érodé. Et si on a beaucoup de marqueurs, ça veut dire qu'on a une accumulation de sol. Donc on peut différencier les zones d'érosion des zones d'accumulation. Et alors avec toutes ces données en parallèle, aussi vous construisez des modèles. L'idée c'est quoi derrière? C'est de pouvoir prédire après comment va évoluer l'érosion des sols? Voilà.
Donc on a beaucoup de choses qui sont en changement actuellement, hein, donc aussi bien au niveau du climat qu'au niveau de l'occupation du sol, avec l'augmentation de la population, ou la façon dont on utilise les sols. Donc le fait de pouvoir bénéficier de modèles qui peuvent nous permettre de prédire et de faire des scénarios. Donc si jamais les climatologues nous disent que la pluie va augmenter de 10%, on peut rentrer ça dans nos modélisations et voir les conséquences sur l'érosion des sols. Là on voit une carte, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Donc là, c'est une carte qui a été réalisée dans le cadre du projet dont parlait Oumarou. Donc là, on distingue le Mali et le Niger, un peu le Burkina Faso au sud. Et donc c'est une carte des sols. Donc c'est donc le premier facteur qu'on va étudier pour étudier l'érosion des sols, c'est quel type de sol on a et quelles sont ses propriétés. Et de ça, on va déduire des variables qui vont pouvoir nourrir nos modélisations. Donc là, c'est une des variables, ça s'appelle l'érodibilité des sols. Donc par exemple, on va déduire de la texture des sols, donc Oumarou parlait de sol sableux ou de sol argileux, en fonction de ces propriétés-là, on va calculer la sensibilité du sol à l'érosion, qui est l'érodibilité. C'est quel type de sols qui sont les plus sensibles à l'érosion? Donc par exemple, les sols sableux qui n'ont pas de cohésion vont être assez sensibles à l'arrachement. Et là, les couleurs en particulier, ça fait référence à quoi alors? Ça veut dire quoi? Si vous nous traduisez un peu la carte? Voilà, donc si on traduit la carte, toutes les zones rouges sont les zones qui sont très sensibles à l'arrachement. Donc c'est des zones où on va parler d'érodibilité forte des sols. Et au contraire, les zones vertes sont des zones assez résistantes. Voilà. Même si le sol est fragile mais qu'il ne pleut pas, qu'il n'y a pas de conditions climatiques qui favorisent l'érosion ou d'activité humaine, il n'y aura pas d'érosion. Ok. Il y a un truc, je ne suis pas sûre qu'on ait bien compris, l'érosion, c'est irréversible. On ne peut pas venir remettre des tonnes de terre. Voilà. Peut-être que vous pouvez répondre sur ce point-là. Eh bien, l'érosion, enfin, on détache les particules, donc on les déplace de l'endroit où le sol est pour l'amener plus loin. Et ça pourrait être dans les rivières, par exemple, dans les cours d'eau. Donc on perd le sol. C'est une forme de dégradation qui est irréversible. Tout à l'heure, on a parlé de dégradation qui peut être réversible. C'est par exemple une perte de matière organique. Quand on ramène de la matière organique dans le sol, et on peut le faire à travers le compost par exemple, ou enfin en tout cas il y a plusieurs moyens de ramener ça. On a parlé aussi de la végétation, une fois qu'on plante, on peut ramener la matière organique. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc il y a ces formes-là. Il y a d'autres formes aussi de dégradation qui sont réversibles. Donc c'est par exemple le phénomène de compaction. Qui représente en fait le tassement suite à l'utilisation des engins agricoles, par exemple. Ça, c'est quelque chose, mais on peut ramener le sol à un état plus fonctionnel. Moins compacté. Voilà, moins compacté, tout à fait. C'est quoi, du coup, la solution? C'est qu'il faut le laisser se reposer? Eh bien, non, c'est pas question de laisser se reposer. Enfin, on sait bien, on peut travailler le sol, on peut apporter de la matière organique dans ce sol-là. Enfin, voilà, une compaction, c'est une perte de structure. C'est le fait qu'il y a moins de vide, il y a moins de porosité dans le sol, les particules sont plus proches les unes des autres, et donc on peut décompacter le sol. On peut ramener de la matière qui va permettre d'améliorer la structure du sol. Il sera moins compact. Olivier, est-ce que l'érosion a un impact sur la qualité des eaux? Par exemple, est-ce que ça limite la potabilité de l'eau? Oui, alors ça c'est un des problèmes qu'on a même en zone tempérée, donc en France ou en Europe, c'est qu'avec l'érosion, c'est les particules qui sont à la surface du sol qui vont être emportées, et ces particules-là, ce sont les particules qui sont le plus riches, soit en matière organique, mais aussi, par exemple en zone agricole, c'est là où il va y avoir tous les intrants. Donc on va avoir tous les fertilisants, les pesticides qui sont apportés sur ces sols-là, et donc ils vont être emportés avec le ruissellement et avec l'érosion, et ils vont être déposés, donc soit dans les rivières, soit dans les lacs, soit dans des zones de dépôt, et ces zones, donc, elles vont être très riches, enrichies dans ces polluants-là, et donc ça pose des problèmes de qualité de l'eau et de potabilité de l'eau. Donc non seulement les populations sont soumises au fait que les terres ne sont plus fertiles et qu'ils ne peuvent plus les exploiter, mais en plus, il y a ce problème de potabilité de l'eau qui se pose. C'est un problème vraiment important au Niger, ça? Eh bien, il y a le problème de potabilité de l'eau, mais en fait, on peut aussi aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des rivières où les particules sont emportées. Par exemple, sur le fleuve Niger, aujourd'hui, on va parler d'ensablement du fleuve Niger. Donc, le lit est rempli par la quantité de sable qui est érodée. Donc, plus il y a de sable qui est ramené, il y a moins de place pour l'eau. Donc, ce qui cause un certain nombre de problèmes en termes de réserve d'eau, etc.
Alors l'idée de votre travail aussi, Olivier, c'est quand même derrière de proposer des plans de gestion des sols. Ça consiste en quoi la gestion durable d'un sol? Voilà. Donc une fois qu'on a compris les phénomènes, qu'on les a mesurés, qu'on arrive à les modéliser, on va pouvoir mettre en place des plans de gestion. Donc ça va être... Nous, on va travailler des plans de gestion, ça se fait à l'échelle du bassin versant souvent. Ouais. Donc on a une unité hydrographique et donc on va agir à différents endroits. Donc on peut agir au niveau de la source. Donc par exemple, si on est en zone agricole, on va essayer d'avoir des pratiques agricoles qui favorisent l'infiltration de l'eau et qui empêchent le sol de partir. Et on peut agir aussi sur le cheminement de l'érosion et des sols. Donc là, on va mettre soit des solutions... Alors maintenant, on essaye beaucoup de faire des solutions basées sur la nature. Ouais. Donc c'est-à-dire des solutions, ça va être de l'enherbement. On va planter des haies, donc des haies qu'on a enlevées dans les années 50-60. On va essayer de les repositionner dans le paysage, de le faire de manière assez intelligente pour pas que ça prenne trop d'espace et que ça empêche la culture. Voilà. Et on peut aussi agir dans les zones de dépôt pour essayer que ça fasse le moins de dégâts possible et retenir la terre. Est-ce que ces solutions, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, Oumarou, elles sont mises en place aujourd'hui au Niger? Eh bien, au Niger, on va avoir d'autres types de solutions. Sans doute, il y a la plantation des arbres. Et cette plantation, il y a ce qu'on appelle la régénération assistée des arbres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de couper les arbres, puisque c'est ce que les paysans souvent font en début de saison de pluie, eh bien, ils vont couper les arbustes qu'il y a dans leur champ pour effectivement éviter la concurrence. Mais maintenant, en fait, au lieu de couper, eh bien, on va dire il faut les préserver, il faut les tailler, et puis ils vont pousser. En même temps, ils apportent la matière organique dans le sol. Il y a aussi d'autres systèmes qui sont mis en œuvre dans les zones sahéliennes. C'est par exemple le zaï. Le zaï, c'est une technique toute simple qui consiste à dire pendant la saison sèche, on va creuser des trous. On va apporter un peu de matière organique dans ce trou-là. On va laisser aussi le vent apporter des particules fines qui sont riches en éléments nutritifs. Et pendant la saison de pluie, eh bien, on va venir planter, dans ce trou-là. Ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée, qui est traditionnelle dans les zones sahéliennes. Il y a aussi certaines techniques qu'on appelle des demi-lunes. On sait que les surfaces de sol sont croûtées, donc imperméables, l'eau ne peut pas s'infiltrer. Eh bien, on va faire un petit barrage sur le chemin de l'eau. Donc on va empêcher l'eau de ruisseler, elle va être retenue à la surface du sol et on favorise l'infiltration de l'eau. Donc on a plusieurs mécanismes comme ça qui sont mis en œuvre. Et à grande échelle, on peut parler aussi des travaux qui sont en train d'être faits dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Oui, donc là c'est vraiment en dehors du Niger. Voilà, c'est régional, la Grande Muraille Verte, c'est 11 pays de Dakar à Djibouti, et dans lequel au départ, en fait, c'était de planter des arbres pour lutter contre le phénomène de désertification. Mais aujourd'hui, ce projet-là, il a évolué. C'est plutôt une mosaïque de projets qui consiste justement à mettre en place des projets de récupération des terres qui sont dégradées. Non seulement on récupère ces terres-là, en fait, qui sont dégradées, on amène la matière organique, on favorise l'infiltration, mais à côté de ça aussi, on essaie de créer de l'emploi autour de ces activités-là. Et le fait de planter permet aussi d'apporter du carbone. Donc on va vers des émissions d'atténuation, des activités d'atténuation des effets du changement climatique. Olivier Oumarou, je vous emmène maintenant cette fois sur un autre terrain, puisqu'on va s'intéresser à votre quotidien de chercheur, et c'est notre séquence 24 heures chrono. Alors, on retourne voir le public. Cette fois, on les a questionnés sur la réflexion éthique à avoir quand on fait de la recherche dans un pays du Sud. Et écoutez leurs réponses. Je pense qu'il doit y avoir des chercheurs dans le Sahel, on peut peut-être faire des partenariats avec eux. On a peut-être des Nigériens qui ont sûrement peut-être étudié en France ou même sur place au Nigeria et qui ont ces capacités-là en fait. Puis au Sahel, je pense qu'il y a des trucs par rapport au terrorisme ou des endroits où il y a des... je sais pas terrorisme, mais en tout cas c'est insécuritaire. Il faut faire attention de ne pas aller dans des endroits qui ne sont pas recommandés, des choses comme ça, je pense, au Sahel. Prendre en compte peut-être les aspects de biodiversité locaux que nous, on peut avoir, notre œil peut-être un peu trop français, et adapter en fonction des pays où on va. Ils doivent être à l'écoute et à l'écoute des populations. Leur seul souci, c'est d'améliorer la vie de ces
peuple. Peut-être faire attention au respect des cultures locales, pas avoir notre vision à nous d'occidentaux, par exemple, où on est en mode oui, il faudrait faire ça comme ça, et en fait c'est pas possible parce qu'eux peuvent pas, ou alors qu'eux ils font d'une manière différente parce que la culture n'est pas la même, ou ce genre de choses. Je pense que ça c'est la grosse difficulté. Alors Oumarou, si je résume, il faut s'adapter. Vous êtes membre du comité d'éthique de l'IRD. Alors quels sont les aspects à prendre en compte quand on lance un projet de recherche à l'étranger? Oui, j'ai beaucoup aimé pas mal d'éléments intéressants. En fait, oui, quand on fait de la recherche au sud, et c'est ce que fait l'IRD, c'est de faire cette recherche-là en partenariat. Donc en partenariat avec les chercheurs locaux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi de travailler sur des problématiques qui sont des problématiques locales. Parce que, ben voilà, on vient dans un pays pour travailler, il ne faut pas que ce soit juste pour la science. Il faudrait qu'on voit qu'est-ce que ça apporte au niveau de la population. Et j'ai aussi aimé cet aspect, on ne peut pas aller faire de la recherche où on veut, puisqu'en fait, oui, la question éthique, c'est aussi ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger, ne pas se mettre en danger. Et dans les régions sahéliennes, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Donc c'est aussi le retour en fait, des avantages qu'on peut tirer de la recherche. Ouais. Cette recherche-là, si elle a été faite au sud, eh bien, il faudrait qu'elle soit, s'il y a un brevet, il faudrait qu'il soit partagé, etc. Et ça, c'est un peu la philosophie qui est au niveau de l'IRD. Ouais. Au niveau de l'IRD, on a un guide de bonne pratique de la recherche en partenariat. Et à ce comité d'éthique dans lequel je travaille, donc, où on reçoit les projets qui sont censés être au sud, et à chaque fois, on vérifie si vraiment cet aspect partenariat est respecté, cet aspect retour des avantages est respecté, et est-ce que la population est associée, est-ce que les chercheurs sont associés, est-ce que le chercheur lui-même ne se met pas en danger ou ne met pas les autres en danger. Oumarou, avant de pratiquer votre métier actuel, vous avez fait une formation de géologie au Niger, une thèse à l'Université d'Orléans sur la question de l'encroûtement au Niger, un post-doctorat à l'INRA d'Orléans où vous avez rencontré Olivier, et ensuite vous avez poursuivi vos recherches à l'Université de Reims avant de rejoindre l'IRD. Pourquoi vous avez choisi de travailler à l'IRD? Eh bien, j'ai choisi à l'IRD, je dois rappeler que j'ai fait ma thèse déjà avec l'IRD en tant que doctorant, et j'avais déjà des partenaires avec l'IRD. Et l'IRD est un organisme qui travaille au sud. Donc moi-même, je suis originaire de ces pays du sud. Donc c'est un système dans lequel j'ai été formé. Et donc c'est tout à fait naturel, en tout cas pour moi, de rejoindre ce système-là, de travailler en fait d'une certaine manière pour ces pays du Sud, et c'est à l'IRD que je pourrais le faire. Ça a du sens. Ouais. Et vous, Olivier, vous êtes aussi géologue de formation. Si on résume, alors une thèse à l'INRA d'Orléans, un post-doctorat en Belgique, puis vous êtes entré au BRGM. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la géologie au départ? La géologie, c'est une longue histoire. J'ai toujours été passionné par les pierres. Donc, depuis que je suis tout petit, je ramasse des cailloux. Et voilà, et ça ne m'a jamais quitté. Bon, après, j'ai évolué il y a différents domaines dans la géologie. Voilà. Donc j'ai pu toucher à différents... Et pourquoi vous avez choisi l'érosion parmi tous ces domaines? Eh bien, ça, c'est dû à une rencontre que j'ai faite. Un peu comme tous les parcours, c'est les rencontres qui nous forment et qui nous marquent. Et voilà, un chercheur qui travaillait sur l'érosion des sols qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis de faire une thèse de doctorat sur ce sujet-là. Et voilà, ça m'a passionné tout de suite. Il y a beaucoup d'implications sociétales sur ce sujet. Donc c'est à la fois, on peut avoir à la fois des aspects un peu fondamentaux, mais aussi des aspects très appliqués. Voilà. Soit des problèmes de sécurité alimentaire, soit des problèmes de qualité de l'eau, donc qui sont des enjeux environnementaux actuels. Donc c'est ce qui m'a intéressé aussi. Donc vous êtes tous les deux géologues à l'origine. Est-ce que la géologie, c'est une étape obligatoire pour étudier l'encroûtement et l'érosion des sols, ou il y a d'autres voies possibles? Je vais répondre, Oumarou. Vas-y, je peux... Il y a plusieurs façons. Soit on peut arriver du côté de la chimie, si jamais on veut faire des choses plus fondamentales et étudier certaines choses. On peut arriver du côté de la biologie, donc comme disait Oumarou, au niveau d'études ADN ou de diversité des populations. On peut arriver aussi au niveau de la science du sol et de la pédologie. Voilà, donc il y a
plusieurs voies et plusieurs domaines qui sont nécessaires. Et de plus en plus, de toute façon, dans les domaines scientifiques, maintenant, on est amené à avoir des études qui sont interdisciplinaires et où on va croiser différents regards pour enrichir en fait la façon dont on étudie les différentes choses. L'autre voie, c'est plutôt la géographie aussi. Hein. Les géographes aussi, ça peut conduire à... Ça dépend de l'aspect qu'on veut étudier en fait. Complètement, tout à fait. Dans le micro-trottoir, on a aussi évoqué la question du terrain. Oumarou, vous avez toujours le temps aujourd'hui d'aller sur le terrain. Ça représente quelle part de votre activité? Eh bien, j'y vais de moins en moins, mais là, je reviens du terrain, puisque le terrain, c'est aussi aller dans le pays où on travaille. Enfin, c'est le terrain aussi, d'être à l'écoute des problématiques. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'autres activités et je m'appuie beaucoup sur les doctorants et les étudiants que j'encadre, mais le terrain représente aussi, je dirais 10 à 15% de mon temps que je consacrerai au terrain. Avant, j'en faisais un peu plus. On voit sur les images justement sur le terrain. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on était cette image, donc on était en train de ramasser des croûtes. Donc, comme vous imaginez, à la surface du sol, on s'intéresse à cette petite couche intéressante pour la perméabilité, l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, on est en train de ramasser ces croûtes-là, qu'on met dans des petits sachets avant de les ramener au laboratoire pour faire différentes analyses et comprendre en fait de quoi c'est constitué, comment ça fonctionne. Tout à fait. Et vous, Olivier, vous allez sur le terrain aussi ou... Oui, l'érosion des sols, c'est un domaine qui est quand même assez naturaliste. Ouais. Donc c'est très important de faire des observations. Donc on est amené à faire beaucoup de terrain. Alors forcément, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre carrière scientifique, on est peut-être amené à en faire un peu moins qu'au début. Mais c'est un aspect qui est fondamental. C'est bien, ça vous fait voyager en même temps. Hein, Voilà. Et là justement, on a parlé tout à l'heure des radionucléides anthropiques. Donc là, on est à Fukushima, en train d'étudier le mouvement du césium-137 qui a été déposé par l'explosion, par le panache après l'explosion de la centrale nucléaire. Et on regarde comment ces radionucléides qui ont été déposés bougent dans le paysage. Et ça nous permet de comprendre aussi comment fonctionne ce paysage et quelles sont les zones qui vont être affectées par cette pollution en césium. Parce que le panache est déposé à un endroit, mais avec l'érosion des sols, en fait, ça va se déplacer. Donc la pollution peut atteindre des zones qui au départ n'étaient pas affectées. Voilà. C'est intéressant. Vous avez évoqué la question de l'interdisciplinarité. Justement, dans votre métier, vous êtes amené à travailler, à collaborer avec des spécialistes en sciences humaines et sociales. Sur quels aspects exactement vous collaborez? C'est-à-dire que, comme je vous le disais, ce sont des choses qui sont très appliquées, donc il y a des enjeux sociétaux qui sont derrière, et si on veut que notre science soit utile, si on veut que notre science puisse être assimilée par la population et soit assimilée aussi par les politiques, on a besoin de travailler en collaboration assez étroite avec des sociologues, avec des anthropologues, même avec des historiens, qui vont permettre qu'il y ait une diffusion du savoir scientifique entre les scientifiques et la population. Et est-ce que parfois les différences de point de vue peuvent créer des désaccords ou des conflits? Alors c'est pas tant des différences de point de vue que des différences de langage, des différences de procédure, de façon d'aborder la science. Voilà, les temps de la science, on va dire ce qu'on appelle la science dure, par rapport aux sciences humaines, peuvent être différents. On peut avoir effectivement des façons d'aborder les choses qui ne sont pas les mêmes. Alors il y a un apprentissage à avoir. Donc il faut que les sciences dures apprennent un petit peu comment les sciences sociales fonctionnent et inversement. Donc c'est une tendance de toute façon qui va pas s'arrêter, quoi. De plus en plus, on va être amené à faire de la science transdisciplinaire. Alors on va finir cette séquence par une petite anecdote. Oumarou, vous étiez destiné à la géophysique pour l'exploration minière à la base et finalement vous avez décidé de bifurquer vers les sciences du sol. C'est quoi le chemin? Eh ben, c'est quoi le chemin? J'ai évolué dans un système où, au départ, au Niger, après le bac, en fait, on oriente les étudiants. On dit, où vous allez faire géophysique, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, pour le compte du ministère de Mines du Niger. Donc, quelque chose que j'ai pris au sérieux au départ, parce que c'est le ministère même qui fait mes études, qui m'a dit d'aller faire ça. Pour faire géophysique, mais soit on commence par la géologie, soit on commence par la physique. Et puis moi, on m'a dit, vous allez faire géologie, puis après, vous allez vous spécialiser en géophysique. J'ai fini ma maîtrise, et puis il se trouve que ce système-là s'est arrêté brusquement.
il n'y avait plus de programmation. Je suis allé au ministère donc, qui m'a programmé pour dire, bah, écoutez, bah, je vais me lancer dans les études pour faire géophysique, etc. On m'a dit, bah, bon, la réponse n'était pas claire, si j'allais trouver un travail. Et finalement, j'ai une sensibilité, en tout cas, je pense, pour tout ce qui est naturel, etc. Et ben, c'est comme ça que j'ai décidé finalement de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai été tout de suite attiré par le sol, puisque j'ai eu mes premiers cours de sol dans le cadre d'un modèle d'écologie. Et ben, tout de suite, moi, j'ai senti que c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc, voilà, en fait, comment j'ai atterri, en fait, dans ce domaine-là qui est lié, mais aussi différent. Puisqu'entre l'exploitation minière et les questions d'environnement, enfin, il y a un lien, mais il y a une marge aussi. Et vous, Olivier, donc vous l'avez évoqué, c'est la rencontre avec votre directeur de thèse. Est-ce que je peux mentionner son nom? Oui, bien sûr. Donc Yves Le Bissonnet, que vous avez choisi de... Donc c'est l'anecdote que vous avez choisi de partager. Qu'est-ce qui vous a apporté? Eh ben, c'est le fait de prendre conscience justement de pouvoir faire une science utile. De pouvoir travailler de manière assez large, justement, ça permet de croiser différentes disciplines. Ce n'est pas une science unique comme la physique, donc c'est quelque chose qui est assez naturaliste aussi, qui demande de faire pas mal de terrain, d'observation, d'essayer de comprendre. Et donc c'est un phénomène assez complexe qu'il faut aborder par différents points de vue. Et voilà, et c'est quelqu'un qui m'a appris à faire tout ça, qui le faisait de manière très humblement, mais qui était très très fort dans son domaine. Voilà, et c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de qualités humaines par ailleurs. Voilà, et voilà, c'est très important. Et donc c'est ce qui m'a amené à vouloir poursuivre dans la recherche. Je ne sais pas si je peux ajouter juste un mot. Enfin, c'est un des points communs aussi entre Olivier et moi, c'est que moi je faisais mon postdoc avec Yves Le Bissonnet aussi. D'accord. Voilà, dans le même laboratoire. Qui vous relie, Tout à fait. Il est bientôt l'heure de se quitter, mais d'abord, nos invités vont nous partager leur passion et leur coup de cœur. C'est notre dernière séquence, c'est le moment coup de cœur. Alors Marine, il paraît que nos deux invités sont de grands sportifs. Tu peux nous en dire un peu plus? Quand on a discuté ensemble, vous nous avez dit que vous aviez deux loisirs en commun, la course à pied et la cueillette de champignons. Donc on va commencer par Olivier, vous pratiquez la course en club, vous participez à des compétitions. Là par exemple sur cette photo, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contexte? Oui, alors je ne sais pas si on n'est pas forcément des grands champions, hein, mais disons qu'on aime pratiquer. Et la course à pied, c'est pratique parce que ça se peut pratiquer n'importe où. Donc là, par exemple, c'est une course... j'ai un collègue d'ailleurs qui est à côté de moi, qui lui est un grand trailer, qui fait des très grandes courses. Et là, il m'a entraîné pour faire... donc on était à Mayotte en train de faire de l'observation de l'érosion. Et le dimanche, il y avait un trail qui traverse l'île de Mayotte. Voilà, donc on a profité, ça permet de visiter d'autres paysages sur lesquels on ne va pas d'habitude. Et voilà. Le travail et le plaisir, voilà. Donc c'est agréable de pouvoir faire ça entre collègues sur le terrain. Et donc Olivier, Omarou, ça vous arrive de courir ensemble? Eh ben, oui, pas au même niveau, puisque Olivier, il fait les différents marathons, etc. Moi, j'ai fait quelques courses avec lui, mais en fait, c'est devenu presque, je dirais, une tradition. On va en mission. Eh bien, on ramène les baskets, on ramène de quoi faire, de quoi aller courir. Donc c'est tout simple, oui, tout à fait. Oui. On a commencé à Orléans, enfin du temps où on était à l'INRA, et puis à chaque fois qu'on se voit, en tout cas, est-ce que tu as pris tes baskets? Et puis, voilà, vous aviez hésité avec d'autres sports à la base, ou c'était une évidence, la course à pied, c'est votre truc? Disons que c'est le plus pratique. D'accord. Vous cueillez aussi des champignons. Donc moi j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait de bien connaître les sols, ça aide à repérer les bons coins à champignons? Oui, parce qu'il peut y avoir différents types de sols qui peuvent être favorables ou pas à la pousse de certains champignons. Il y a des champignons qui vont plutôt aimer les sols sableux, il y en a d'autres qui vont plutôt aimer d'autres types de sols. Donc ça peut effectivement aider, j'y avais jamais pensé, mais oui. Vous avez déjà eu une mauvaise surprise? Alors ça m'est arrivé une fois, enfin moi c'est un ami mycologue qui m'a formé, mais en fait je m'intéresse surtout aux champignons comestibles. Et une fois j'avais un ami anglais qui voulait, donc qui n'avait pas cette tradition du tout là chez lui, qui travaillait au BRGM, qui m'a dit non mais montre-moi, et je lui ai dit tu peux ramasser les champignons de Paris qui sont très faciles à reconnaître, on ne peut pas se tromper, vas-y.
En fait, il m'a appelé paniqué le soir, il était malade. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient une intolérance à un certain type de champignon de Paris. Bon, c'est pas grave du tout, hein, c'était juste une indigestion, mais voilà. Merci pour l'anecdote. On arrive à la fin de cette émission Science en question. Merci Olivier, merci Oumarou d'être venu sur notre terrain finalement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Science en question. On vous dit à très vite. Ciao les sorciers.